Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magie Books. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vais reprendre un petit peu ma vidéo de la dernière fois, c'est-à-dire mes updates lecture, parce que j'ai pas mal de points lecture à vous faire, de romans que j'ai terminés. Il y a un certain, d'ailleurs vous retrouverez les chroniques sur Instagram. Alors, pas ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Non, je n'ai pas encore fait les chroniques de ceux-là, mais bon, pour la précédente vidéo, vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram. Sinon, je viens de terminer Terra Nullius de Victor Gilbert aux éditions Hugo Thriller. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, quand je l'ai terminé hier soir, j'ai eu un petit moment de... Avant d'attaquer un autre livre, enfin, j'ai eu un petit moment comme ça de calme, j'avais besoin de réfléchir. Bon, on parle quand même voilà, de la disparition et de la mort d'un enfant. Donc, quand vous avez enfin la résolution, voilà, vous faites un... On a trouvé le ou les coupables. Et donc voilà, ça fait du bien. Et je sais pas, le personnage, alors c'est un inspecteur de police, Hugo Bollorène. C'est sa deuxième aventure. La première s'appelle Douve. Donc j'essaierai de le lire aussi. Mais ça va, vous pouvez lire celui-ci. Franchement, moi j'aime bien lire les livres dans l'ordre. Et franchement, il y a aucun spoil, rien n'est dit sur... on sait qu'il a mené une enquête avant, mais c'est tout, quoi. Il y a aucun spoil. Donc ça, c'est bien aussi. Et, euh, et il est un peu particulier, cet inspecteur Bollorène. Il m'a fait penser à certains des flics décrits Fred Vargas dans sa série aussi de policiers parisiens. Je ne vais pas retrouver le nom du commissaire de son héros fétiche. Voilà, c'est des gens qui, à la limite, qui sont très discrets, qui n'ont pas l'impression d'être intelligents ou mieux que les autres, ou au contraire, ils ont tendance à se sous-estimer. C'est le cas un peu du Gobo Lorraine, et ça le rend du coup très sympathique, très attachant. Enfin, en même temps, je ne vais pas vous en parler, je ne suis pas là pour faire la chronique, mais j'ai envie de vous en parler un petit peu quand même, parce qu'il m'a fait un drôle d'effet, ce livre. Enfin, voilà, j'avais pas envie d'attaquer tout de suite une autre lecture. Il a un truc particulier, c'est-à-dire qu'il a une bille, ce qu'il appelle une bille, qui roule dans sa tête, qui apparaît, qui disparaît, qui est plus ou moins grosse, et qui en fait relie les éléments entre eux pour l'aider à conclure l'enquête et à trouver les assassins, quoi. Donc ce petit côté-là, voilà, ça fait un personnage assez à part et très attachant. Et en plus, ça met quelques notes aussi un petit peu d'humour dans le roman, parce que c'est quand même assez dur, hein. Ça se passe dans un bidonville, en fait, entre les frontières belges et françaises, donc c'est quand même assez dur. Mais je vous en reparlerai, parce que franchement, c'est un très bon livre. Voilà, donc je pense que le prochain livre que je vais commencer, ça va être La Maison des Innocents de Martine Chifflot aux éditions M+, que j'ai depuis un ou 2 mois, d'ailleurs que j'ai très envie de lire, parce qu'il y a l'air d'y avoir, voilà, c'est pareil, c'est un thriller aussi, il y a des disparitions, apparemment il y a un peu d'occultisme, bon, voilà, donc affaire à suivre. Sinon, eh ben, je suis allée voir, j'en avais très envie après avoir vu des extraits, le troisième épisode des Animaux Fantastiques, qui s'appelle Les Secrets de Dumbledore, et justement parce que ça mettait l'accent sur Dumbledore. C'est vrai que c'est un personnage que, voilà, tout fan de Harry Potter, ou même celui qui ne connaît pas Harry Potter, connaît forcément le professeur, même s'il n'a jamais vu les films ou lu les livres, voilà, le mythique professeur Dumbledore. On le voyait déjà dans le volume 2 des Animaux Fantastiques. Et notamment, parce qu'en fait, dans les Animaux Fantastiques, on suit Norbert Dragono, dont on parle beaucoup dans Harry Potter. Il est magico-zoologiste, c'est-à-dire qu'il s'occupe des créatures fantastiques. Donc c'est vrai que quand on lit les Harry Potter, il parle beaucoup de Norbert Dragono, parce que euh, je ne sais pas s'il est décédé ou s'il est en voyage. Enfin, ils en parlent beaucoup parce que c'est une référence, parce voilà, il a beaucoup écrit, enquêté, protégé les créatures fantastiques. Et c'était le seul sorcier à le faire, donc c'est une référence.
Donc il se pourrait qu'ils en parlent beaucoup dans Harry Potter. Et voilà, donc c'est bien de l'avoir fait vivre. Je me demandais s'il y avait des livres qui avaient été écrits, mais apparemment non. C'est vraiment sorti d'un scénario original. Et j'ai vu que c'était notamment... Enfin, que J.K. Rowling avait écrit le scénario. Donc je me dis c'est bien, c'est quand même l'autrice qui a inventé le personnage qui a aussi écrit le scénario, donc c'est bien. Elle en est aussi coproductrice, je crois. Et voilà, donc ensuite, donc, il est joué par Eddie Redmayne. J'aime beaucoup la façon dont il joue d'ailleurs Norbert Dragono, parce que c'est un personnage, Norbert Dragono, qui tient toujours. Il est jeune, hein, mais il a le dos voûté, il fait. Enfin, c'est pareil, voilà, il fait très discret, pas sûr de lui, rien du tout, mais en fait. Et puis on sent quelqu'un vraiment de bon et de bienveillant. Et c'est vrai qu'à la fin du... Voilà, je vais vous faire un spoil. Mais en fait, disons qu'il va se retrouver face à un sorcier qui veut mettre qui veut que les sorciers sortent de l'ombre, mettre fin au monde des moldus, et surtout on retrouve souvent hein, ce thème dans Harry Potter aussi, que les moldus et les sorciers ne se mélangent pas, il faut être un sang pur. C'est-à-dire pur sorcier, être né de parents sorciers. Et pas les moldus étant les gens qui ne sont pas sorciers, ou comme dans Harry Potter, Hermione est née de parents moldus, même si elle est sorcière. Donc pour eux, c'est pas du tout une sang pure, pareil, ce serait pas une sang pure. Et il se trouve face à Grindelwald, je sais bien prononcer son nom, ne me demandez pas son prénom, j'arrivais pas à le comprendre. Mais voilà, donc il se retrouve face à ce sorcier Grindelwald, et dans le volume 2, dans le deuxième film, on voit un peu les relations entre Dumbledore et Grindelwald, parce que dans le deuxième, il est dit que seul Dumbledore pourrait le vaincre. Alors ça m'a fait sourire parce que dans le tome 2, il y a une allusion quand même. On comprend un petit peu les choses. On le sait carrément dans le troisième film. Mais je me rappelle qu'à la sortie du dernier Harry Potter, il y avait toutes sortes de rumeurs qui avaient couru. Moi, je ne les ai pas écoutées, hein, mais mon mari venait me les rapporter. Il y en avait une qui était sortie, mais qui était... Je dis non, c'est pas possible là, parce que je suis là, attends, on parle d'un truc qui est quand même... qui n'est pas légal. Donc c'était complètement vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur de rumeurs quoi. Enfin, vraiment, les gens savent plus quoi inventer. Et là, du coup, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, mais je dis, bon, c'est vraiment, est-ce que déjà J.K. Rowling avait une petite idée par rapport à son personnage de Dumbledore, je sais pas trop. Donc, j'ai trouvé Jude Law très bon dans le rôle de Dumbledore, qui est un homme, je sais pas, il joue un homme d'une trentaine, d'une quarantaine d'années quand même. Il est déjà professeur à Poudlard, tout ça. Donc, voilà, on va dire un petit moment où on est à Poudlard. Donc, si vous avez suivi l'histoire, Grindelwald, le méchant, était incarné par Johnny Depp. Et suite à ses démêlés avec son ex-femme, c'est pas lui qui a joué dans le tome 3, mais Mads Mikkelsen, celui qui a joué Hannibal Lecter dans la série sur Hannibal Lecter, je ne sais plus comment ça s'appelait, qu'on a vu jouer le chiffre dans James Bond, Casino Royale, enfin on l'a vu dans plein de films. J'aime beaucoup cet acteur. Il est danois hein, d'origine, je le trouve, je trouve il a joué dans Doctor Strange aussi, joué aussi le méchant. Mais ouais, c'est vrai qu'il a peut-être une tête de méchant un peu, il fait assez dur, mais voilà, il était très bien dans ce rôle. Et le film était super bien fait parce qu'effectivement, on apprend des secrets on apprend un peu la vie de Dumbledore. Par contre, je vais pas le faire parce que je vais pas avoir le temps, mais je serais curieuse de relire les Harry Potter parce que pour moi, il y a quelques incohérences entre le film par rapport à la vie de Dumbledore. Bon, après, voilà, ça a été le scénario a aussi été écrit par J.K. Rowling. On peut peut-être en se creusant un peu la cervelle, on peut peut-être trouver que oui, ça peut marcher, mais il y a surtout un truc en particulier par rapport à la sœur de Dumbledore bon, faudrait relire Harry Potter, mais j'en ai pas le temps malheureusement. Mais voilà, il y aurait des petites choses. Bon, je pense qu'il y a quelques incohérences, mais après, il faut laisser ça de côté et voilà, et se faire plaisir et regarder et découvrir la face un peu sombre et secrète de Dumbledore. Bon, il y a des nouveaux sorciers aussi qui apparaissent, hein. Vous avez des gens de la lignée Lestrange. Alors, pour ceux qui connaissent, Béatrix Lestrange était une mange-mort dans les Harry Potter, donc une proche de Voldemort. Là, c'est pas forcément le cas. Enfin, au départ, c'est pas des gens, les Lestrange sont pas des gens mauvais.
Voilà, vous avez, il y a des scènes de bataille qui sont quand même... Le film dure 2h45, hein, mais un petit peu à la fin, je trouvais qu'il commençait à y avoir des longueurs, mais en fait, on arrivait à la fin du film, donc... mais c'est super bien, vraiment, c'est bien, les scènes d'action sont très bien, les acteurs, j'ai trouvé très bien aussi. Enfin, j'ai vraiment passé un bon moment de cinéma, j'ai bien aimé, voilà, d'en découvrir un peu plus sur Dumbledore. Je sais pas s'il y aura encore un autre épisode, je sais pas du tout. C'est vrai qu'en tout cas, c'est un plaisir. Puis c'est un prolongement parce que bon, j'ai pas le temps de relire les Harry Potter. Après, ce que je regarde les films, c'est pareil, c'est un peu le manque de temps, mais ça donne envie de se replonger dans l'univers d'Harry Potter. Bon, bah, bien sûr, j'étais pas toute jeune quand j'ai lu les Harry Potter, mais en fait, j'en ai entendu parler quand le premier film est sorti et c'est une amie qui m'a dit, ma fille a les livres, est-ce que tu... Enfin, elle avait les 3 premiers tomes à ce moment-là, il devait y avoir que les 3 premiers tomes qui étaient sortis, ou 3 ou 4 premiers tomes, je sais plus. Oh, je dis ouais, ouais, je dis ouais, c'est un livre jeunesse. Je ne m'attendais pas à un truc extraordinaire et je me suis fait cueillir par la fin et par la plume de l'auteur et voilà, voilà, c'est pareil, hein. Donc j'étais foutue. J'ai chopé aussi la Pottermania et non, non, je trouve ça vraiment, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, là, je veux dire, j'adhère à ce que tout le monde dit, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment un univers incroyable et là, vraiment, le film, vous en prenez plein les yeux. Et puis voilà, vous en savoir plus sur Dumbledore, c'était vraiment super. Voilà, petite séquence nostalgie parce que je suis sortie du cinéma, je me sentais, on se sent un petit peu vidé quand on a vécu comme ça pendant avec 3 heures avec des personnages qu'on aime. Voilà, de replonger un peu dans Harry Potter, enfin, ça fait toujours du bien. Donc j'ai quand même passé à mes lectures. Parce que là, comme c'est parti, je vais vous en faire que 2 encore une fois. Donc j'ai lu il n'y a pas très longtemps L'accompagnateur de Sébastien Fitzek. Je dis toujours Sébastien, mais c'est Sébastien Fitzek. Le livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est L'accompagnateur, c'est aux éditions de l'Archipel. Alors j'avais lu un autre livre de Sébastien Fitzek qui s'appelait Le Cadeau. Le seul truc, je pense que des gens pourraient reprocher peut-être la fin. J'ai trouvé un peu ça aussi dans Le Cadeau, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est un peu... Faut presque relire le livre pour comprendre voilà, toutes les ficelles de l'intrigue et voilà, ça fait des fois un petit peu abracadabresque. Bon, voilà. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Enfin, moi, j'ai passé un super moment de lecture. Un moment d'angoisse et d'anxiété extrême, parce que vous avez une tension et une pression qui monte, enfin c'est crescendo au fur et à mesure de la lecture, mais au point qu'à un moment, enfin pas qu'à un moment, plusieurs fois, je me suis dit, mais le personnage, on suit Jules et on suit, c'est Clara, je crois, la jeune femme. Donc Jules est un ancien pompier qui maintenant travaille comme bénévole dans un centre de secours, d'appel au secours, et il reçoit l'appel de Clara. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Clara. J'ai pas encore fait la chronique, alors du coup les prénoms me reviennent pas. Donc généralement dans les centres de secours, ce sont des femmes qui appellent à l'aide, hein, malheureusement parce qu'elles sont battues par leurs conjoints notamment. Voilà, et il va essayer de la garder au bout du fil, il va lui raconter, lui, ses propres drames. Et dans le même temps, Clara lui dit, maintenant, il sait que je vous ai appelé, vous êtes fichu. Et on sait, parce que le roman s'ouvre sur une scène assez macabre, et on parle du tueur au calendrier, parce qu'il y a un tueur en série qui sévit dans les rues de Berlin. Donc voilà, vous avez ces 2 personnages qui sont au téléphone. Et puis on se dit, bah, est-ce qu'elle est poursuivie par le meurtrier? Est-ce que lui est poursuivi maintenant? Qui est ce meurtrier? Quel est le rapport entre les 3 personnages? Et à tel point qu'à un moment, moi, je me suis dit, mais c'est Jules, hein, je ne dis pas de bêtises, hein, je pense que ça doit être Jules quand même, le prénom du... Je vais regarder vite fait. Est-ce qu'ils ont marqué? Non, ils n'ont pas marqué, évidemment, ils n'ont pas marqué le prénom du héros. Il est, je me suis demandé s'il n'était pas fou un moment, s'il s'imaginait pas ce qu'il était en train de faire, surtout quand on sait le drame qu'il a vécu. Puis je me suis dit, bah non, c'est pas possible parce qu'il y a ça et ça, donc c'est pas possible. Là, on est bien dans la réalité, c'est pas lui qui imagine. Je me suis posé la même question au niveau de Clara.
Je lui dis, mais elle est folle, elle imagine des trucs, elle se fait ça dans la tête, elle s'est échappée d'un hôpital psychiatrique ou quoi. Enfin voilà, ça c'est Sébastien Fitzek, il vous fait douter de tout. Voilà, vous avez une tension, une anxiété qui va crescendo tout au long du roman. Si vous êtes pressé de lire la fin, vous dites, mais comment ça va se terminer? Et en même temps, par moments, vous doutez des personnages, vous doutez de vous-même, vous vous demandez quelle folie les habite, s'il y a vraiment, voilà. On soupçonne tout le monde, voilà, à ce niveau-là, je veux dire, c'est du grand art parce que il vous fait douter de tout. Donc difficile de savoir effectivement qui a fait quoi, comment, pourquoi. Sont-ils plusieurs, sont-ils seuls, enfin est-il ou est-elle seule. Enfin c'est à ce niveau-là vous en prenez plein les neurones. C'est vrai que c'est super bien fait. Donc voilà. Je vous dis, à part, bon, moi, la fin, des fois, je me dis, il faudrait presque relire le livre pour bien se remettre. Ça, c'est le genre de livre, il faudrait relire le livre pour bien se remettre en tête toute l'histoire, en fait. Ensuite, j'ai lu. Alors, j'ai essayé de vous retrouver l'image parce que c'est que des livres en e-book. J'aime bien quand même vous montrer la couverture. Alors j'ai pas commencé, j'ai lu. Là on est dans de l'heroic fantasy. La dernière fois j'ai fait, je sais plus. Oui, j'ai fait de l'heroic fantasy, enfin un peu de la science-fiction fantasy. Ensuite je suis passée à de la comédie. Là je passe du thriller, je repasse à l'heroic fantasy avec L'Ange déchu de Marion Aubry. Alors le tome 1 qui s'appelle The Hunter, le chasseur, et c'est aux éditions Plume Blanche. Voilà, vous voyez, la couverture est superbe. Et j'ai vu que le tome 2 doit sortir bientôt. Parce que je crois que le tome 3, la sortie doit être prévue en juin. Donc, en toute logique, le tome 2 devrait sortir en mai, le tome 3 en juin. Donc, voilà, parce que c'est vrai que ça se termine d'une façon, voilà, sur un cliffhanger. Je vous dis, oh, les boules. Et donc, c'est bien, les suites vont arriver. Donc, ça, c'est super. Donc là, l'ange déchu, on se retrouve. Alors, je pense au. En fait, ça m'a fortement fait penser au film, je ne sais pas si vous l'avez vu, au film Van Helsing, qui remonte déjà à quelques années, avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Van Helsing, c'est celui qui pourchasse. Il est toujours représenté sous les traits d'un vieil homme. Enfin, il a été inventé par Bram Stoker, qui a écrit Dracula, et dans le roman Dracula, Van Helsing est celui qui poursuit les vampires et qui poursuit Dracula qui veut le tuer. Donc il est assez vieux. Dans le Dracula de Francis Ford Coppola, c'est Anthony Hopkins, oh là là, Anthony Hopkins qui le joue. Donc voilà, il est souvent représenté comme quelqu'un d'assez âgé. Dans le film Van Helsing, c'est sous les traits de Hugh Jackman, et le film a déjà quelques années, donc c'est un Hugh Jackman très jeune. C'est plein. Et les Hunters, là-dedans, sont un peu présentés, je trouve, ils ont un peu le même look que Hugh Jackman. Je sais pas si l'auteur y a pensé quand elle l'a écrit, je sais pas si elle a vu le film, mais fait penser à Hugh Jackman avec le chapeau, avec le long manteau. Ils ont des armes. Alors, on suit deux chasseurs. Je n'ai pas retrouvé le nom du premier. Bah, c'est Sébastien, voilà, c'est Sébastien. Qui lui a carrément une arme anti-vampire. Et on va surtout suivre Cal, qui lui est un vampire un petit peu plus posé par rapport au personnage de Sébastien. Et puis en plus, voilà, il se retrouve. En fait, je pense qu'on doit être au 19e siècle, à peu près fin du 19e. Et il existe plusieurs guildes dans le monde qui luttent contre les créatures de la nuit, contre les créatures mauvaises qui font du mal aux humains. Donc il existe des guildes, et justement ils vont Cal, je veux dire Cal et Sébastien font partie de la guilde de Rome, et notamment ils se réfugient au Vatican, parce que le Vatican se trouve, je ne sais pas s'il est en plein cœur ou juste à côté de Rome. En plus j'étais contente, moi j'ai visité le Vatican, donc je voyais très bien le truc. C'est assez, parce que la basilique Saint-Pierre est quand même très impressionnante, donc il y a une partie de l'action qui se trouve dans la basilique Saint-Pierre, et la scène finale est un combat qui se déroule à Rome, et notamment près de la basilique Saint-Pierre, donc c'est assez impressionnant.
Et d'ailleurs, je trouve que l'autrice met un côté assez filmique. On a l'impression effectivement d'être dans un film quand on la lit, quand on lit les scènes de combat. Et du coup, c'est très vibrant, c'est très, voilà, c'est très prenant. J'aime bien quand il y a un aspect un peu. Moi, j'adore le cinéma, donc évidemment, j'aime bien quand il y a un aspect comme ça filmique, là, surtout sur des scènes de combat. Donc voilà, vous voyez, Cal et Sébastien font partie de la guilde de Rome. Et on va surtout suivre Cal. Donc, je ne veux pas trop vous en dire non plus, parce que le livre n'est pas très long non plus, donc faut pas trop spoiler, mais Cal a été retrouvé il y a 5 ans de ça, amnésique et couvert de sang près de la basilique Saint-Pierre. Donc la guilde des Hunters de Rome l'a prise sous son aile. Il est devenu Hunter à son tour, mais on ne sait pas qui il est. Voilà, donc vous avez ce mystère. Entre-temps, il va croiser un jeune garçon qu'il va sauver des griffes de démons. Il va croiser une jeune vampire aussi, Sexa, si je prononce bien son nom, qui va s'avérer être une alliée en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même une vampire de sang pur en plus. Alors pourquoi est-ce qu'elle les aide? On ne sait pas trop. Alors on sent qu'il y a un certain attachement aussi qui commence entre Cal et Sexa, mais pourquoi est-ce qu'elle se tourne vers les humains? En même temps, elle a été élevée par une humaine. Ses parents sont morts. Elle a été élevée par une humaine, mais bon, voilà. Dans le même temps, Cal fait des cauchemars. Et nous aussi, on est transporté dans un autre lieu. C'est-à-dire qu'on est transporté chez Lucifer avec voilà, ses sbires. Il faut savoir que les guildes ont depuis longtemps laissé tomber l'idée que Dieu et les archanges vont venir les aider. Ils ne comptent plus sur eux parce qu'ils n'interviennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Aucun d'eux n'intervient jamais dans les batailles. Donc ils ont un petit peu, même si l'eau bénite fonctionne, et là il fonctionne, enfin ça n'a rien à voir. Les croix et l'eau bénite fonctionnent toujours. Les prières aussi. Voilà, il n'y a plus d'intervention divine ou des archanges. Voilà. Donc il y a ce problème-là aussi, là, hein, notamment Sébastien se sent très abandonné par eux, hein, il leur en veut un petit peu. Et là, vous avez Lucifer, c'est voilà, c'est le miroir inversé de Dieu et de ses archanges. Donc vous avez Lucifer, vous avez Belzébuth avec lui, vous avez Lilith qui est son épouse, vous avez Léviathan, puis alors il y en a les 3 autres, il y a encore une femme, et j'ai oublié les noms des 2 autres. Enfin bref, vous avez voilà, que des noms comme ça connus qui font pas vraiment rêver. Donc Cal les voit en cauchemar, mais il se rend compte que il n'a pas l'impression que c'est des cauchemars, mais plutôt qu'il est à côté d'eux et en train de vivre les scènes. Là, on se dit, mais quel est le lien entre Cal et, voilà, et Lucifer? Et Lucifer, bon, on voit qu'il prépare quelque chose, on le voit discuter avec Lilith, on le voit discuter avec Belzébuth, mais qu'est-ce qu'il prépare exactement? On ne sait pas trop. Et puis il envoie un de ses pires démons sur Rome, et ce démon s'appelle voilà, Légion. Donc, si vous avez, même si vous n'êtes pas fanat de la Bible ou voilà, de la religion chrétienne, vous avez certainement entendu, vu dans des livres ou dans des bandes dessinées, Légion. En fait, Jésus, lorsqu'il traverse le désert seul, il tombe sur un démon, un seul démon, et qui veut à tout prix le faire sortir du droit chemin. Et Jésus lui demande qui il est. Ah, si je dis pas de bêtises, hein, si je me trompe pas, les souvenirs que j'en ai. Et il dit, je suis légion parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes des milliers. En fait, c'est un démon, mais ils sont... alors dans le roman, ils disent ils sont plus de 4000. Je sais plus, alors ça doit être genre 4521. Oui, c'est un chiffre un peu bizarre en plus. Et voilà. Donc vous imaginez le pouvoir de ce démon. C'est quand même assez inquiétant. Voilà, donc Cal va se retrouver à Rome voilà, face à ce démon. Alors, je ne vais pas vous en dire plus. Évidemment, il y aura d'autres interventions. Il y a pas mal voilà, de scènes de combat aussi, mais aussi de moments plus calmes. On voit aussi voilà, les hunters, il y a hommes et femmes, hein, mélangés, qui vont défendre les humains, hein, pour qu'ils ne soient pas possédés par les démons, tués par les démons. Et puis vous avez cette scène finale effectivement près de la basilique Saint-Pierre, et qui est tout simplement incroyable, quoi. Puis vous avez un cliffhanger à la fin.
Voilà, vous avez des nouveaux personnages qui apparaissent. Enfin, nouveaux, non, vous les connaissez. Je les connaissais aussi, mais voilà, qu'on n'avait pas vu jusque-là, qui apparaissent. Et puis, vous avez, boum, d'un seul coup, une grosse révélation et un cliffhanger. Et il faut attendre le tome 2 pour la suite. Donc voilà. Donc moi, j'ai bien aimé ce côté, voilà, assez, je vous dis, assez scénarisé, assez, un peu une ambiance de film. J'ai beaucoup aimé cet aspect du roman. Et voilà, la suite... voilà, là on s'arrête, on est en plein, la guilde était attaquée, on ne sait pas trop ce ce qui va lui arriver, donc c'est voilà, puis bon, une grosse révélation en plus. Alors je suis restée aussi dans l'Heroic Fantasy avec Chasseuse d'âmes, tome 1, La danse des ombres, alors chez Explora, et c'est de Megara Nolan et de Priscia Oscar. Alors c'est pareil, j'essaie de ne pas vous faire trop de reflets. C'est en trois parties et je crois les trois sont déjà sortis. Donc voilà, si vous voulez les lire, voilà, parce que disons que le volume 1 a quand même une fin, mais évidemment il appelle une suite. En fait, on est dans un monde un petit peu particulier. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve quand je ne retrouve pas les prénoms des personnages. On est dans un monde un peu particulier, parce que vous allez me dire, chasser les âmes, c'est un peu... Mais là, les chasseurs d'âmes ne sont pas des gens gentils. Alors, je vais essayer de retrouver le nom de l'héroïne qui ne me revient pas. Aliénor, voilà, pourtant c'est un joli prénom, c'était pas compliqué à retenir. En fait, là on est carrément dans un monde d'heroic fantasy. Si dans le précédent on était quand même dans le monde des humains, là on est dans un monde à part qui s'appelle Vénalmor. Il y a des années de cela, des années ou des siècles, je ne sais plus, il y a eu un terrible tremblement de terre et des âmes noires sont sorties de la terre et sont rentrées dans le corps des hommes, ont possédé le corps des hommes. Ce qui fait que même quand un homme ou une femme meurt, l'âme va vers un autre corps et ces âmes sont... En fait, tous les porteurs d'âmes sont des gens mauvais. À quelques exceptions, près, mais sinon ils sont tous mauvais, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à faire le mal. Et Aliénor a vu ses parents se faire assassiner par un de ces humains possédés par une âme qu'on appelle gardien. Ce sont des combattants qui sont là pour protéger les seigneurs qui ont les âmes les plus noires, les seigneurs les plus puissants. Et ses parents ont été tués par un gardien. Donc elle-même est devenue une chasseuse d'âmes. Donc voilà, elle tue les âmes. Et en fait, elle va se retrouver par hasard, elle doit partir en mission. Et elle va se retrouver complètement par hasard à faire la route avec un jeune homme qui s'appelle Ael, sans savoir que lui vient de finir sa formation de gardien et qu'il part aussi en mission au même endroit qu'elle. Enfin, ils savent tous les deux qu'ils vont au même endroit, puisque elle lui propose de lui servir de guide. Lui n'est jamais sorti de son école, enfin si, de chez ses parents directement à l'école, où on leur apprend à être gardien. Où on leur apprend à détester les chasseurs, à dire que ce sont des êtres... D'ailleurs, ils ne s'attendent pas à trouver des êtres humains quand les gardiens chassent les chasseurs. Ils s'attendent à trouver des créatures démoniaques. Alors qu'en fait, pour le coup, ce sont des sans-âme. Alors, leur particularité, c'est qu'ils ont les yeux verrons, c'est-à-dire qu'ils ont les yeux de couleurs différentes. Et justement, les sans-âme, là, pour le coup, sont les gentils. Et voilà, et eux, les gardiens s'imaginent que ce sont des monstres, alors que bon, ce sont des êtres humains. Et donc, Ael et Aliénor vont se retrouver à faire la route ensemble. Voilà. Elle fait ce voyage elle va lui servir de guide. Lui, il quitte son école pour de protéger un haut seigneur, donc habité par une âme. Que justement Aliénor doit assassiner. Voilà. Donc on les voit tout au long. Alors c'est assez marrant parce que là pour le coup c'est la femme qui guide l'homme. C'est-à-dire que c'est elle qui sait ce qu'il faut faire. C'est une combattante déjà, enfin lui aussi est un combattant. Mais elle sait ce qu'il faut faire, elle a déjà traversé le pays plusieurs fois, donc elle sait où elle va, et voilà, et lui à côté complètement largué. Mais en même temps, il est fils de noble, donc il est un petit peu prétentieux sur les bords, donc c'est assez rigolo de voir un peu cette situation inversée où c'est elle qui lui apprend des choses, et voilà, qui apprend plein de trucs, parce qu'ils vont passer plein d'épreuves.
Et alors que lui, voilà, il finit par, au bout d'un moment, il finit par reconnaître la valeur d'Aliénor. Elle aussi va changer un petit peu d'avis vis-à-vis de lui, tout ça, le trouver un peu moins arrogant. Et puis, voilà, en fait, ils vont passer leur temps ensemble sans savoir que l'une est une chasseuse et l'autre est un gardien. Donc c'est un livre qui se lit très bien. Il y a pas mal de moments d'aventure parce que c'est une odyssée, un petit peu une mini odyssée parce qu'ils traversent des endroits, ils doivent traverser un désert dans lequel ils ne doivent absolument pas parler, sinon ils risquent de disparaître. Voilà, il y a plein d'épreuves comme ça. On va découvrir aussi des créatures surnaturelles dans les bois. Et puis il y aura la fin où ils arrivent tous les deux dans la cité où vit une des âmes les plus noires de ce monde. Donc comment va se terminer la mission, voilà, ça je vous le dis pas, ce sera à vous de le découvrir. Donc voilà, donc c'était vraiment un bon, enfin c'est oui, c'est pas écrit par une seule, elles sont deux à écrire. Voilà, je vous remets là. Je vous dis, les deux autres tomes sont déjà sortis aussi. Donc si vous voulez avoir la suite tout de suite, bah ça peut être des fois c'est un peu frustrant quand on n'a pas, on est pressé d'avoir la suite. Donc là pour le coup les dont je vous ai parlé, l'autre les tomes 2 et 3 vont bientôt sortir et pour Chasseuse d'âmes les 3 tomes sont déjà sortis. Voilà, bah, je crois que je vais m'arrêter là pour mon update lecture. D'ailleurs, je sais pas, non, bah, j'ai réussi à faire tous mes, à part Terra Nullius, mais bon, je viens de le finir, donc j'aime bien laisser un petit peu décanter avant d'en reparler. Mais voilà, je suis à jour sur mes updates lecture. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, et puis à vous abonner, hein, c'est toujours, voilà, hein. C'est vrai que j'ai un auditoire qui est pas très important, donc mais bon, en même temps, ça me fait plaisir de faire ces vidéos et n'hésitez pas à commenter, voilà, qu'il y ait un petit peu d'interaction, ce serait bien aussi. Voilà, et puis bah, j'ai plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter de belles aventures livresques et à vous dire à bientôt et à la prochaine. Bye bye.